Bonjour Léonard, merci d'être parmi nous. Bonjour Clément. Léonard, tu es l'un des cofondateurs de Epsilon Capital. Vous Exactement. avez lancé votre première SCPI fin 2021. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter ta SCPI? On a lancé Epsilon 360, comme tu l'as dit, en fin 2021. Sa stratégie, elle repose sur 4 piliers. Le premier qui est l'immobilier small cap, donc qui est bien sûr quelque chose qui n'existe pas et qu'on a emprunté au marché action. Donc c'est les petits objets immobiliers. Généralement, c'est inférieur à 10 millions d'euros et nous, on se concentre plutôt aux alentours de 1 à 5 millions d'euros. Donc c'est une partie du marché immobilier qui est extrêmement profonde, parce qu'aujourd'hui, en nombre de transactions par an, c'est la moitié des transactions, mais ça représente que 7% des volumes. Oui, puisque les montants sont plus faibles. Les montants sont plus faibles, donc en volume, c'est normal que ça représente une plus petite partie. Mais c'est un marché qui a une vraie pertinence et un vrai intérêt. Ça nous permet d'être sous le radar des gros investisseurs. Aujourd'hui, tous les gros investisseurs institutionnels, les grands gérants ont des masses de collecte très importantes qu'ils se concentrent sur les plus gros objets. Donc ça nous permet d'être sous leur radar et donc sous leur concurrence. Ça nous permet aussi d'avoir en face de nous plus souvent des vendeurs privés qui n'ont pas les mêmes démarches de cession de leurs actifs. Donc on a des gens qui sont moins cadrés par l'expertise qu'ils ont fait l'année d'avant ou autre, et donc ont plus de flexibilité sur la négociation et qui sont plus enclins du coup à faire évoluer les choses positivement. Et c'est un marché qui est tout aussi pertinent que les gros objets. On a quand même les mêmes locataires très souvent. On a des très grandes enseignes sur du commerce par exemple, sur l'alimentaire. On a Carrefour, on a tout ça. Et niveau géographique, une stratégie particulière pour vous? C'est un des autres piliers. On est franco-français sur cette SCPI pour une bonne et simple raison, c'est que sur ces petits actifs-là, on a besoin de proximité, de réactivité, d'agilité. Et en étant en France, pour des actifs qui sont à l'étranger très loin, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette réactivité, cette souplesse, ce qui fait qu'en termes d'acquisition comme de gestion, on reste pertinent. Super. Il y a deux autres piliers. Un premier pilier qui est une collecte maîtrisée. Ça, c'est la contrepartie de cet angle small cap. C'est pour de maintenir une qualité d'achat, hein, c'est bien ça. Exactement. Quand on fait des transactions, nous, on a des transactions qui sont environ à 2,5 millions à peu près. Et on peut pas en faire 200 par an. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une collecte qui soit adaptée à notre stratégie d'investissement et à la capacité d'investissement qu'on a. Donc, nous, c'est une garantie qu'on donne. Ça, c'est de pas avoir une collecte qui explosera et qui nous permettra toujours d'investir dans les mêmes conditions qu'on fait actuellement sur cet angle-là, de rester sous la concurrence, de pas avoir de pression. Et le dernier pilier, c'est notre côté opportuniste et diversifié. Il y a beaucoup de SCPI qui sont créés ces dernières années sur des thématiques très particulières. Je pense à la logistique, la santé. C'est pas votre cas, mais vous avez quand même une forte prépondérance du commerce malgré tout. Nous, on a eu un tropisme plus important sur 2022 sur le commerce. Alors ça se ressent parce qu'on a une jeune SCPI, du coup aujourd'hui on est à 50% d'exposition sur le commerce, mais en fait quand on regarde les autres gérants, les gérants qui sont diversifiés aussi, ont eux en 2022 acheté plus de commerce. Donc en fait nous c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup avec Andrage depuis la création d'Epsilon Capital. On aime beaucoup, on trouvait qu'il y avait un couple rendement risque hyper intéressant sur cette classe d'actifs. Quand le bureau était resté très cher, il y a eu beaucoup de compression des taux sur cette classe d'actifs et on voit aujourd'hui que c'est plus compliqué. Sur le commerce, on trouvait une vraie pertinence avec la non-artificialisation des sols, les zones périurbaines de commerce, de périphérie, etc. deviennent aussi recherchées et très très intéressantes. Et donc sur cette classe d'actifs, on a été assez exposé. D'accord, oui. Donc 2022 pour vous, en fait, c'était le bon moment pour acheter, pour faire de belles acquisitions sur le secteur commerce. Exactement. Et on reviendra. C'est un secteur qui est redevenu aussi un peu à la mode en 2022. Donc peut-être qu'on y sera peut-être moins en 2023. L'avantage d'être diversifié, c'est aussi de pouvoir jongler entre les effets de mode. Tu parlais d'être opportuniste, c'est exactement ça. Voilà, exactement. De pouvoir aller au bon endroit au bon moment et d'avoir cette liberté du coup de ce champ d'action qui est hyper important. Excellent. J'ai vu que du coup, là, votre performance 2022 s'établit à 6,08% si je ne me trompe pas. Exactement. Vous avez une belle dynamique, à peu près 30 millions de collègues, vous atteignez les 40 millions de capitalisation. Si tu devais me récapituler 2022 pour vous, ça s'est passé comment? C'était une très belle année. C'est dans la dynamique qu'on souhaite. On a fait, donc comme tu l'as dit, on a atteint. En fait, c'est un fonds qui a été lancé en décembre 2021. Donc quasi sur un an, on a 40 millions de capitalisation. Ça nous a permis de faire 17 acquisitions. Donc c'est là où on voit aussi un des intérêts du small cap, c'est que sur d'autres SCPI, 17 acquisitions, c'est 120-150 millions d'euros de capitalisation. Donc c'est un des avantages de ces petits objets aussi, c'est de diversifier le risque. On a 28 locataires, donc qui permet déjà aux associés d'avoir une diversification du risque très intéressante.
Donc on a fait 17 acquisitions. On a une très belle performance qu'on a, comme tu l'as dit, plus de 6% de rendement, qui est quelque chose qu'on souhaite maintenir dans la durée. Et on a globalement acheté à des valeurs d'expertise qui sont 8% supérieures au prix d'acquisition. Donc qui nous permet à la fin de l'année 2022 d'avoir une très belle valeur de reconstitution qui nous permet d'aborder très sereinement 2023 sur ce plan-là. Et ben, c'était justement ma prochaine question parce qu'effectivement, j'allais le dire, vous avez eu un dividende qui a plutôt augmenté sur la fin d'année 2022. Votre valeur de reconstitution qui est excellente par rapport au prix de part qui permet donc aux associés de probablement pouvoir espérer alors au moins un prix qui restera stable et au mieux peut-être une revalorisation future. 2023, on le sait, tous nos auditeurs y pensent, c'est une année qui peut s'avérer peut-être un peu compliquée. La hausse des taux n'est peut-être pas encore finie. Comment vous l'abordez 2023 et comment votre positionnement vous permet de l'aborder sereinement? Nous, ce qu'on a vu, c'est que globalement, sur la fin 2022, il y a eu plus aucune transaction qui se faisait sur l'immobilier tertiaire sur des très grosses transactions. Donc les grosses transactions qui se faisaient jusqu'à présent et notamment sur le dernier trimestre ont totalement été sorties du marché et donc ça a été plus compliqué pour les gros gérants qui font ces transactions. Et nous, on voit que même si la situation est devenue un peu plus compliquée sur cette deal-là, on a quand même de la liquidité, on a quand même plus de fluidité et donc on n'est pas au point mort. Donc on aborde très sereinement, on a un pipe d'acquisition qui est hyper intéressant sur ce premier semestre. On est très positif sur la dynamique de collecte qui nous permet d'envisager de doubler cette capitalisation, voire plus sur 2023. Ce qu'on voit nous globalement, c'est qu'on arrive, c'est un bon point d'entrée aussi pour nous. L'avantage d'être récent, c'est d'avoir tout de suite acheté aussi dans ce contexte de 2022 de hausse des taux, d'inflation, etc., de faire attention aux bons principes, aux bons éléments d'acquisition. Notamment, par exemple, on a fait très attention aux valeurs métriques. Pendant des années, avec l'argent pas cher, finalement, tout le monde s'est concentré beaucoup sur les rendements. Nous, on a vraiment toujours fait très attention aux valeurs métriques et on voit que c'est ce qui tient aujourd'hui aussi beaucoup des valeurs de nos actifs. Donc, on est assez confiant sur le fait de conserver ces bonnes acquisitions, ces bonnes conditions d'acquisition et en même temps de garder des valeurs d'expertise assez élevées. Et niveau endettement, comment vous l'envisagez vous? Parce que vous avez une LTV qui est, je crois, pas trop élevée. Vous étiez plutôt en train de la baisser, me semble-t-il. C'est quoi la stratégie que vous mettez en place par rapport à l'endettement? C'est exactement la même que sur l'immobilier. On reste très opportuniste. D'accord. Donc en fait, on avait été chercher du financement plutôt début 2022. D'accord. Donc quand les taux ont augmenté, c'était le moment où nous on souhaitait plus faire de financement. Donc on a plutôt eu un peu de chance là-dessus et donc de laisser passer cette vague de hausse des taux. Aujourd'hui, on est assez opportuniste. Par exemple, en septembre 2022, on a racheté un actif en rachetant le crédit bail qui nous a permis de racheter du coup une dette à un taux assez intéressant qui est aux alentours de 2%, donc qui nous permet d'être opportuniste en rachetant de la dette adossée à des actifs ou des crédits baux. Ça nous permet aussi de racheter des financements en cours qui sont bas. Et après, c'est de le faire de manière opportuniste. Il y a un paradigme qui a changé sur le financement. On n'est plus sur les mêmes financements à 1,5 avec des financements in fine. On est sur de l'amortissable, on est sur des durées plus longues. Donc là, on regarde des financements à 10 ans, etc., donc avec des taux qui sont plus élevés, mais on n'est plus sur cette dynamique forcément de levier de performance. Mais à la base, on n'avait déjà pas forcément cette ambition d'avoir un levier important sur la SCPI pour booster la performance. C'était uniquement pour optimiser aussi l'investissement, pour asseoir la taille de la SCPI. Le pipe, j'imagine, pour vous, ça vous permet d'avancer peut-être des acquisitions qui auraient été plus difficiles à financer uniquement sur la collecte ou qui… Exactement, ça nous permet d'avoir cette souplesse avec la collecte et d'être toujours en avance de phase et de jamais subir cette collecte à un moment donné et d'avoir toujours les bons investissements au bon moment. Et donc une année 2023 qui s'annonce très positive, c'est super. Très positive, on ambitionne de garder ce rendement au-dessus de 6%, de surperformer le marché toujours de plus de 150 points de base et on est assez confiant sur notre valeur de reconstitution. Aujourd'hui, on est dans notre maître mot, c'est un peu la discipline, c'est de garder cette discipline qu'on a eue en 2022 qu'a payé et de la garder sur 2023, de pas s'emballer et de se dire qu'avec 9%, il faut faire n'importe quoi. Je comprends, vous avez raison. Un positionnement phare également d'Epsilon 360, c'est les frais de souscription. Là où la plupart des sociétés de gestion vont avoir, ou des SCPI vont avoir des frais aux alentours de 10%, on a vu quelques acteurs qu'on pourrait presque qualifier d'ovni arriver avec du zéro. Vous êtes un peu au milieu, à 5. Pourquoi? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Nous, on a créé un modèle de société de gestion qui est finalement un peu à contre-courant de ce qui se faisait par moment. Voilà, on a aujourd'hui des gros gérants qui collectent énormément, etc. Et nous, comme je l'ai dit, sur cette SCPI, on a une ambition de collecte
qui assoit la taille de la SCPI, mais qui reste adapté à notre stratégie d'investissement. Et donc, on a créé aussi une société de gestion qui est organisée autour de cette stratégie. Donc, on veut rester une petite société de gestion à taille humaine, indépendante, réactive, agile, souple, pour aller chercher les meilleures transactions sur les small caps. Et donc, ça nous permet quoi? D'avoir une structure de coût aussi qui est plus légère et donc d'être plus compétitif que les modèles historiques à plus de 10% de frais. Sur les ovnis, finalement, qui a une tendance aujourd'hui sur ces pays sans frais d'entrée, je précise à 0 frais d'entrée. Oui, c'est un modèle qui, d'une part, est plus difficile quand on est une société de gestion totalement indépendante. Voilà, nous, c'est Andras et moi qui sommes au capital de la société de gestion. C'est des modèles où on se prive d'une partie de collecte pour rémunérer des apporteurs, etc., où on les rémunère à l'entrée. Donc, ça nécessite beaucoup de fonds, beaucoup d'apports à l'entrée. Donc, pour nous, c'était plus difficile. On n'est pas à l'aise avec le fait de dire qu'il n'y a pas de frais à l'entrée sur de l'immobilier. De la même manière qu'il y a des frais de notaire, et c'est pas le cas de la commission de souscription, c'est pas pour payer les frais de notaire, mais de la même manière, ça permet quand même de s'assurer que la personne qui souscrit a cet alignement-là de se dire je viens pour longtemps, je dois compenser ces frais. Alors quand même, ces ovnis dont on parle ont généralement un système où tu as des frais de sortie si tu sors en dessous de 3, enfin entre 3 et 5 ans. Donc ils compensent un petit peu comme ça pour maintenir cet incentive ou cet encouragement à rester longtemps. C'est un peu là où nous, on s'est pas retrouvé. C'est que le discours de dire on ne paye pas pour voir, finalement, quand on a cette pénalité, on paye pour voir. Puisque si on n'est pas content au bout de 2 ans, on paye la pénalité pour sortir, donc on a bien payé pour voir. Donc, sur le principe, c'est des modèles qui sont intéressants, qui sont intéressants. Mais c'est vrai que on n'était pas à l'aise avec le fait de mettre cette vision des 0 frais au même niveau qu'une stratégie immobilière. Aujourd'hui, nous, on pense que notre stratégie immobilière est très intéressante, qu'elle va nous permettre de créer de la performance, et c'est d'abord ça qui compte pour nous. Donc, le système de frais, on voulait marquer le coup en disant on a quand même une commission de souscription qui finalement est la même que sur les 0 frais si on veut sortir tôt. Et voilà, avec une vision long terme et une stratégie où on se dit qu'on va créer de la performance et donc potentiellement compenser peut-être plus rapidement ces frais aussi. Et c'est de toute façon 2 fois moins cher, on va dire, que le marché classique, ce qui est quand même super intéressant pour les épargnants. Exactement. Voilà, on reste très compétitif sur cette partie-là. Ouais. On aime bien poser cette question. Si tu devais nous résumer la stratégie d'Epsilon 360 en un bien, ce serait lequel ? En un bien, on a un actif qui est à Fécamp. Alors c'est emblématique de la stratégie et en même temps de notre façon de faire. C'est un bien qu'on a sourcé bien en amont. Les baux n'étaient pas encore signés, ils venaient d'être restructurés, mais c'était pas fini, etc. On s'est positionné en amont et du coup on a réussi à attraper cette transaction dans de super conditions parce que l'expertise qu'on a aujourd'hui elle est 20% au-dessus du prix d'acquisition. Ah oui, excellent. Ouais. Parce qu'on a eu cette souplesse de garder ce deal au chaud, vu que c'est les plus petits objets, on a plus d'agilité, on doit avoir cette agilité-là. Et donc finalement, quand on l'a acheté au moment où il a été livré au locataire, etc. Et donc c'est un actif où on a un super rendement, on a une super valorisation. C'est du commerce de périphérie sur des axes passants. Donc ça reflète aussi pas mal ce qu'on a bien aimé en 2022 sur le marché. Excellent, écoute, merci. On ira regarder de plus près ce bien. Pour finir, on le sait tous, aujourd'hui, le sujet ISR, en tout cas investissement responsable, est assez présent dans la tête de pas mal d'épargnants. Vous avez fait le choix, me semble-t-il, d'être ISR assez tôt dans votre vie, enfin dans votre vie de SCPI évidemment. Concrètement, vraiment par des actes très spécifiques, comment se matérialise votre engagement sur le sujet ISR dans les actes de gestion en fait? Nous, on avait par rapport aux grosses transactions, on a un élément qui joue en notre défaveur, qui est la réglementation. On a beaucoup d'actifs qui sont à moins de 1000 m² et moins de 1000 m² aujourd'hui. On n'a pas le décret tertiaire ou en tout cas des obligations qui reposent sur les locataires de baisser les consommations ou autre. Donc, c'est quelque chose en revanche où on se dit que de toute façon la réglementation va avancer. Donc là-dessus, notre vision, c'est de se dire certes, aujourd'hui, la réglementation n'est pas sur ces actifs-là, mais elle y arrivera. Et de toute façon, comme tu le dis, c'est dans la tête de tout le monde aujourd'hui d'avoir cette démarche responsable. Donc, pour valoriser le patrimoine aujourd'hui, il faut penser à comment on le valorise demain. Et comment on le valorise demain, c'est en prenant en compte tous ces critères ESG, puisqu'il n'y a pas que la partie environnementale et consommation énergétique. Donc, on a voulu tout de suite prendre en compte ces critères pour s'assurer de tout de suite mettre en avant une démarche
peut-être plus pragmatique que d'autres parce qu'on est sur des plus petits actifs, donc on n'a pas les leviers réglementaires. Il faut emmener des locataires qui sont peut-être des fois dans une échelle différente. On a des belles enseignes, etc., qui ont leur propre démarche, mais des fois on a aussi des sociétés plus modestes qui du coup n'ont pas des chartes ESG comme les ont les très grands groupes du CAC 40. Et donc notre vraie démarche, c'est d'essayer d'emmener ces locataires à ces stratégies-là. Et comment vous les accompagnez du coup? Donc on met en place pour ces locataires plusieurs choses. La première, c'est on leur met à disposition un outil qu'on appelle SME, qui est du management énergétique, qui leur permet de centraliser l'ensemble de leur consommation sur ce logiciel, de voir les consommations qu'ils ont chaque mois et de pouvoir se rendre compte aussi un peu de ces consommations sur un seul et même outil. Donc ça permet de les sensibiliser, de les accompagner là-dessus. Au travers de ce partenariat aussi, ils peuvent faire appel à des spécialistes pour améliorer leur consommation. Donc déjà, c'est vraiment d'arriver à récolter toutes ces consommations sur chacun de nos actifs. On a un deuxième angle qui est sur tout ce qui est mobilité douce. Donc là, on accompagne nos locataires pour mettre en place des bornes de recharge électrique, des locales à vélo, des choses comme ça pour favoriser ces mobilités alternatives. Et sur chaque acquisition, on fait des audits de qualité de l'air de l'ensemble des bâtiments pour sensibiliser les locataires à des choses des fois toutes simples, mais l'entretien des clims, etc. C'est des choses toutes bêtes. Mais voilà, quand on leur met ces rapports sous les yeux, ça peut les aider aussi à prendre en compte certaines choses et à les accompagner pour améliorer ça. Et ensuite, sous l'angle gouvernance, c'est d'emmener vraiment tout le monde. Donc on est en train de préparer un livret de sensibilisation à destination de nos locataires sur comment améliorer leur performance énergétique, comment avoir cet angle aussi ESG au quotidien, au-delà de notre engagement sur ces TCPI, de comment les intégrer dans cette démarche. Et finalement, c'est un peu le but de tout l'angle ESG, c'est d'emmener tout le monde dans l'aspiration. Oui, cette sensibilisation que tu évoquais est effectivement super importante. On s'en rend compte en tant que société civile, mais également quand on est un professionnel, il y a des impacts extrêmement forts de nos actions. Merci beaucoup Léonard, c'était très enrichissant. Merci Clément. Merci. À très bientôt.